Salut à toutes et à tous et bienvenue. Plus de téléphones portables dans les établissements scolaires. Cette mesure annoncée par le ministre des Enseignements primaires et secondaires lors de son message à l'occasion de la rentrée 2018-2019 est entrée normalement en vigueur à compter de ce mois de janvier. Quelle est la portée de cette mesure, ses avantages et inconvénients, si inconvénients il y en a? Comment va-t-elle s'appliquer? Voilà les questions que les uns et les autres se posent. Les mêmes questions, nous les posons nous aussi dans cette émission. Cette semaine, c'est bien moi et mon invité en la personne de Marcel Toy, observateur avisé du système éducatif. Il est le président du réseau des journalistes et communicateurs en éducation, spécialisé en éducation. Et puis, comme vous le savez très bien, c'est le coordonnateur national de la coalition nationale pour l'éducation pour tous, session Togo. Il est consultant dans cette émission. Marcel, bonjour, bienvenue. Oui, merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et comme c'est le premier rendez-vous dans le courant de cette année 2019 et comme la tradition et les coutumes l'exigent, nous aimerions bien vous souhaiter au nom de toute l'équipe de la télévision deuxième, vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous-même, à vos collaborateurs et à vos familles respectives. Bien réciproque, hein? Merci beaucoup pour tout ce que vous allez faire encore pour nous et avec nous dans cette émission pour le compte de cette année 2019. Techniquement, je suis servi par Folie Kani et Alexandre Tchalem. Alors, chers invités, comment appréciez-vous en votre qualité d'observateur avisé, coordonnateur national de la coalition? Là, je vous pose cette question. En tant que coordonnateur national de la coalition nationale pour l'éducation pour tous et président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation. Comment appréciez-vous cette loi interdisant le téléphone portable en milieu scolaire? Bien, merci. L'interdiction des portables en milieu scolaire à partir de ce mois de janvier sur décision du ministre de l'enseignement primaire secondaire de la formation professionnelle lors du discours de rentrée est une décision que nous saluons pour la simple raison que ce problème avait pris vraiment une telle ampleur dans certains établissements. Ça créait beaucoup de problèmes jusqu'à aller jusqu'aux actes de violence. Et on se disait, à quand le positionnement du décideur? À quand le décideur va se prononcer sur ce problème pour que tout le monde s'aligne? C'est-à-dire, quand nous disons tout le monde, c'est les acteurs étatiques au niveau déconcentré dans les écoles, c'est les élèves, c'est les parents et toutes les organisations engagées sur les questions d'éducation qui accompagnent l'État pour que l'éducation qui est donnée aux apprenants soit une éducation de qualité. Maintenant, donc c'est pour ça que je disais que nous, au niveau de la coalition et au niveau du réseau, nous apprécions véritablement cette décision parce qu'elle était attendue. D'accord. Alors, vous l'appréciez à sa juste valeur et mesure. Pourquoi interdire le téléphone portable en milieu scolaire, selon vous, puisque vous dites que c'est une bonne décision? Tout à fait. Je crois que cette question nous amène à mettre en évidence les réalités de terrain relatives aux questions d'utilisation des portables. Nous savons que certains établissements publics, privés, confessionnels ont déjà
intégré cette mesure dans le règlement intérieur. Maintenant, Dieu seul sait si c'est véritablement appliqué. Ça, c'est un aspect de la chose. Maintenant, il y a eu des situations dans certaines écoles. Quand je prends par exemple en 2015, au CEG Nyekonakwe à Lomé, les élèves, en l'absence du professeur et du directeur de l'établissement, regardaient dans la classe un film pornographique sur leur portable. Le surveillant, s'étant rendu compte, a saisi le portable. Il retournait dans son bureau quand le propriétaire, donc l'élève propriétaire du portable, l'a suivi et lui a réclamé avec force et véhémence de lui rendre le portable. Le surveillant dit non, je ne te rends pas le portable parce que le directeur n'est pas encore revenu. Dès qu'il va revenir, je lui remets le portable, je lui rends compte de toute façon. Et c'est à lui de décider. C'est à lui de décider. Il tient le surveillant par l'école. Ça, c'est l'élève, ça. En plein établissement. Très bien. Énervé, donc ça c'était à l'entrée du bureau du surveillant. Oui. Énervé, le surveillant lui a envoyé un revers. L'élève a fait comme si de rien n'était. Il sort de l'établissement. Il va chercher du renfort. Et le renfort, c'est les badauds du quartier. Ah bon. Qui sont venus surprendre le surveillant avec des coups, des matraques dans son bureau. N'eût été l'intervention des élèves qui ont entendu les coups, les cris du surveillant et l'intervention des professeurs, je vous dis, ils allaient assommer. Ils allaient en finir avec, le surveillant, qui s'est finalement retrouvé à l'hôpital. Oh là là. Et la gendarmerie de façon a fait son travail. On a pu arrêter les badauds et les sanctions conformément aux dispositions pénales eh bien, ont été appliquées. Alors, ça, ce n'est qu'un écho de ce que nous avons dans cette action. Si on fait le tour de Lomé à Saint-Cassé, sûrement qu'on aura aussi des situations. On aura pire ailleurs. Hein? En dehors de ça, oui. Vous allez voir que certains professeurs et certains enseignants dans les établissements, en plein cours, non, ils arrêtent le cours et puis ils prennent des appels. Ou alors, pendant une pause, ils sont en train de manipuler leur portable. Donc, vous comprenez que l'utilisation abusive ou inappropriée du portable à l'école créait tellement de problèmes et ça faisait que la concentration qui est demandée aux élèves, et qui est recommandée pour bien suivre le cours et pouvoir bien les assimiler et apprendre, eh bien, les portables contribuent d'une manière ou d'une autre à l'échec des élèves. Et si l'autorité s'en est avisée, s'est rendu compte que vraiment le problème a pris de l'ampleur, eh bien, il ne pouvait que prendre cette décision vraiment pour que tout le monde s'aligne. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le confessionnel ou dans l'éducation publique, même à l'université. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que les jeunes sont universitaires qu'ils peuvent se permettre, par exemple, d'utiliser le portable en plein cours. Pourquoi? Parce que quand on parle éducation dans notre pays, au Togo, le ministre de l'enseignement primaire secondaire est comme le ministre sectoriel. C'est comme au niveau des partenaires techniques et financiers, on parle de chef de file des PTF, des partenaires techniques et financiers qui appuient l'État dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Et dans notre cas ici, c'est l'UNICEF. Au niveau de l'État, du gouvernement, des ministères de l'éducation, c'est le ministre de l'enseignement primaire qui est le ministre sectoriel. Donc, il est comme, disons, le leader des autres ministres, action sociale, comment ça s'appelle, enseignement technique, enseignement supérieur. Voilà, il est comme le moteur, le coordonnateur de toutes les actions éducatives. Et donc, ce qu'il a dit par rapport au portable, eh bien, il s'adresse non seulement aux élèves, aux enseignants et aux acteurs de l'éducation de son sous-secteur, c'est-à-dire le MEPS, mais il s'adresse également aux élèves de l'enseignement technique. Il s'adresse en même temps aux étudiants des universités et à ceux qui font la formation, l'alphabétisation. Vous voyez? Voilà. Donc, parce qu'il n'a pas parlé au nom de son département. Non, il a parlé au nom du gouvernement. Quand le gouvernement parle, c'est qu'il s'adresse à tous les élèves, tous les acteurs. Et c'est comme ça que la bonne compréhension doit être faite de ce que le ministre a dit. Voilà l'état des lieux et qui
aurait, à notre avis, conduit le ministre à prendre cette décision. C'est des précisions très utiles que vous êtes en train d'apporter là, parce que jusqu'à même hier, j'entendais quelque part des gens qui se demandaient si cette disposition concerne également les enseignants. Parce que jusque-là, on voyait les enseignants sortir des salles de classe pour recevoir des coups de fil. Donc la mesure intéresse aussi les enseignants. Oui, ça s'adresse bel et bien aux enseignants aussi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes enseignant, eh bien, vous êtes un éducateur, vous n'êtes pas un instructeur. Quand je suis instructeur, je viens faire mon cours de mathématiques, l'élève se comporte mal ou pas, c'est pas mon affaire. C'est-à-dire tout ce qui est lié aux valeurs que doivent porter à la morale, c'est pas mon affaire. Là, je suis instructeur. Mais quand je suis éducateur, non seulement j'ai la mission et le devoir de faire le travail pour lequel je suis recruté et payé, mais je dois aussi m'occuper des valeurs parce que tu es en train de formater la personnalité des élèves, donc des jeunes, pour qu'ils soient des citoyens qui agissent par conscience du devoir. Et sur cet aspect, sur cette base, eh bien, vous devez montrer le bon exemple. Monter le bon exemple, c'est que vous devez montrer que si vous utilisiez, avant la décision du ministre, le portable pendant le cours en tant qu'enseignant ou professeur, eh bien, vous devez arrêter pour montrer le bon exemple. Ah oui? Sinon, ce sera difficile pour les enfants. Très bien, c'est ça. Parce que vous ne pouvez plus reprocher aux enfants. Si vous-même vous l'utilisez dans la classe, vous ne pouvez pas demander en tout cas, envoyer un enfant à la surveillance ou bien l'exclure de la salle parce qu'il est en train d'utiliser le portable. Donc, vous devez montrer le bon exemple. Et donc, c'est pour ça nous estimons que eh bien, la décision concerne bel et bien les enseignants aussi. Et interpelle les autres acteurs dont nous allons parler au cours de l'émission. Tout à fait. Faut les gagner, vous avez entendu. Est-ce une mesure difficile à appliquer selon votre description de la chose? Est-ce que vous pensez que vraiment ça va être possible et facile? Je dis oui et non. Et comment? Oui, ça va être difficile si il n'y a pas une pédagogie autour de la décision politique. Quand nous disons pédagogie autour de la décision politique, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut faire de la communication sur la décision politique pour montrer le bien fondé de la décision et recueillir les avis des concernés. Ça veut dire que l'inspecteur, le directeur, le proviseur, ils doivent s'organiser pour que dans chaque établissement, eh bien, que les élèves puissent comprendre le bien fondé de cette décision politique, les enseignants puissent comprendre le bien fondé et donner en même temps l'occasion aux élèves de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils pensent eux aussi de cette décision? Oui, parce que le droit à la participation est quelque chose qu'il faut exercer et profiter en même temps de cette décision-là pour faire asseoir dans la vie de ces enfants, de la vie des jeunes, eh bien, les valeurs du respect de l'autorité, les valeurs qui font d'eux des citoyens qui agissent par conscience du devoir et non par peur des sanctions. C'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser les méthodes violentes pour les contraindre au respect de ces dispositions, mais on veut que, eh bien, en tant que citoyen, qu'ils comprennent très vite le bien fondé et qu'ils respectent la décision du gouvernement, la décision donc du ministre. Maintenant, quand nous disons de la pédagogie, ça c'est à l'endroit des élèves. Maintenant, à l'endroit des enseignants, eh bien, c'est qu'ils comprennent qu'eux-mêmes, ils doivent se sensibiliser. Ah oui, et sensibiliser aussi leurs collègues. Vous voyez? Donc ça signifie que les syndicats d'enseignants doivent prendre une part dans la vulgarisation et dans la sensibilisation, eh bien, autour de la décision prise par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle. Et donc, si le dispositif et le mécanisme de communication et de la pédagogie autour de la décision est huilé de cette façon telle que je l'ai décrite, eh bien, la décision sera bel et bien respectée. Mais si c'est le contraire, eh bien, ça va poser un autre problème. Les gens ne vont pas respecter. Maintenant, un autre élément très important, en faisant de la communication autour, eh bien, il faut aussi rappeler, surtout aux élèves qui sont les premiers concernés, que, eh bien, les sanctions sont prévues. Parce que vous ne pouvez pas éduquer un enfant sans prévoir des sanctions. Non, ça, là, ce n'est pas de l'éducation. Si vous éduquez un enfant sans sanction, ce n'est pas de l'éducation. S'il vous plaît. Oui, vous devez prévoir et qu'il sache que si il ne respecte pas cette disposition, eh bien, il court il va subir des sanctions. Vous voyez? Et donc, si tout cela est
fait de cette façon, eh bien, nous essayons. Pourquoi je dis que oui, si tout ce que nous demandons de créer est respecté et mis en œuvre exactement, en intégrant bien entendu dans le règlement intérieur, parce que, comme je l'ai dit au début, il y a certains établissements qui avaient déjà prévu cette disposition-là dans leur règlement intérieur. Maintenant, est-ce quel est le mécanisme de respect, de suivi, et pour rendre compte qu'effectivement, mais quand ça continue dans le règlement intérieur, eh bien, le règlement intérieur est effectivement mis en œuvre. Et ça permet en même temps, en faisant de la pédagogie autour, de montrer aux acteurs de l'éducation, eh bien, les élèves, les enseignants et autres, que le règlement intérieur est un outil dynamique. Vous voyez? Alors, c'est comme une loi. Si vous prenez aujourd'hui une loi pour le compte de la République et à un moment donné, vous vous rendez compte que le contexte ne permet pas d'appliquer cette loi, eh bien, pour que la République puisse avancer, eh bien, vous devez toucher à cette loi. Vous voyez, non? Mais, Monsieur Marcel, vous avez touché un aspect très important par rapport à ce que vous venez de dire. Ça implique que les gens soient suffisamment sensibilisés, que les gens soient suffisamment informés. Mais ne pensez-vous pas que ceci devait être fait en amont, que avant de prendre la mesure, que une campagne de sensibilisation, d'information sur la loi et sur ses bienfaits et ses risques, les risques du port du portable à l'école soient faites avant que la décision ne soit prise, comme ce fut le cas avec le port des casques. On se rappelle, le ministre de la Sécurité et son collègue des Transports, par 2, 3, même 4 fois, ont organisé des conférences de presse pour avertir les gens d'une éventuelle mesure dans ce sens, et progressivement aujourd'hui toutes les têtes sont coiffées de casques. Voilà, moi je crois que ce que tu as dit, tu as parfaitement raison. Ça peut ne pas se faire avant la décision. Maintenant, dès que la décision est prise, il faut un plan de communication autour de la décision. Et la communication et la sensibilisation doivent logiquement commencer par le niveau stratégique. Et quand nous disons le niveau stratégique, c'est-à-dire que les 4 ministres sectoriels doivent logiquement faire une conférence de presse pour dire que cette décision tient à cœur le gouvernement. Vous voyez? C'est comme ça ça doit fonctionner. Maintenant, à défaut, il faut que la cellule communication, si elle existe, malheureusement, cette cellule communication n'est pas fonctionnée ni au niveau du ministère de l'enseignement primaire, ni au niveau de l'enseignement technique, ni au niveau de l'enseignement supérieur. Elle n'est pas fonctionnelle. Nous sommes bien placés. On ne les sent pas. Nous sommes bien placés pour vous dire qu'elle n'est pas fonctionnelle. Et donc, nous nourrissons quand même l'espoir que 2019, vraiment, cette préoccupation sera véritablement prise en compte par les ministères pour qu'il y ait une certaine visibilité, une certaine communication autour des décisions politiques. La nouvelle équipe que l'on attend. Qu'on attend. Voilà. Donc, comme vous le dites, effectivement, eh bien, c'est comme ça que normalement ça devait se faire. Et donc, la communication doit être déclenchée par le niveau stratégique avec les ministères sectoriels. Parce que quand on organise la revue sectorielle, tu sais que les 4 ministres sectoriels sont là. Le ministre de l'enseignement primaire est là, le ministre de l'enseignement technique est là, l'enseignement supérieur est là, et l'action sociale est là. C'est eux qu'on appelle les ministères sectoriels. Quand on organise la revue sectorielle, c'est comme ça fonctionne. Et donc, quand une décision gouvernementale en matière d'éducation aussi est prise, eh bien, il faut que les 4 soient autour de la table pour lancer un appel pour demander aux acteurs au niveau déconcentré eh bien, de veiller à ce que cette décision-là soit intégrée dans les mécanismes de régulation de la discipline et que les acteurs qui incarnent la discipline au sein des établissements, je veux dire le chef d'établissement, les surveillants, les enseignants, les enseignants, et les élèves eux-mêmes. C'est les 3 d'abord. Voilà, c'est les 3 d'abord qui incarnent la discipline au sein de l'établissement, et c'est eux qui doivent veiller à ce que ces dispositions-là, d'abord montrer eux-mêmes le bon exemple. Parce que comme nous le disons, ils sont éducateurs, montrer d'abord eux-mêmes le bon exemple avant de pouvoir demander maintenant aux jeunes de prendre toutes les dispositions pour ne pas tomber sous le coup de la loi. La loi ici, c'est les sanctions dont nous n'avons pas parlé, mais que vraiment ils fassent tout pour que, eh bien, qu'ils respectent de toute façon les dispositions. Voilà un peu comment ça devait se faire, et maintenant le reste doit être, quand le niveau stratégique déclenche, la communication, elle est relayée par le personnel d'encadrement, les DRE, les inspecteurs, et maintenant
les corporations prennent aussi le relais, hein, les syndicats d'enseignants, la coalition à travers toutes les organisations qui y sont, hein, le réseau des journalistes, les syndicats d'enseignants, les associations des parents d'élèves et les organisations de jeunes, de femmes, etc., des personnes handicapées. Voilà, toute cette composition multiforme au sein de la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, chacun prend sa part pour l'intégrer dans son plan d'action. Et quand c'est intégré dans le plan d'action, eh bien, vous accompagnez de la bonne manière le gouvernement dans l'exécution et la mise en œuvre de la décision. Voilà un peu le schéma qui devrait logiquement être mis en œuvre. Mais au niveau de la coalition, nous avons déjà commencé le travail. Et comme on le fait, nous à TV2 également, on a commencé, c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous. Et n'est-ce pas mieux, Marcel, de confisquer plutôt les téléphones et de les ranger quelque part jusqu'à la fin de cours? Vous me direz que c'est encore du travail donné aux enseignants supplémentaires et surtout c'est la perte du temps parce que tout ça là ça prend du temps et puis c'est du travail. Oui, non seulement c'est une perte de temps et autres, mais vous êtes en train de dire à travers cette pratique que vous voulez faire le gendarme derrière les élèves. Ce n'est pas la meilleure façon d'éduquer. La meilleure façon d'éduquer quelqu'un, c'est de l'amener à agir par conscience du devoir et non par peur des sanctions. Donc, il faut de la concertation, il faut de la discussion, etc. Donc, les valeurs du dialogue, de la concertation et les valeurs, l'expression de vos points de vue autour d'une table. Eh bien, c'est ce travail-là qu'il faut faire avec les acteurs en les prévenant dans tous les cas que aujourd'hui, ils sont tous informés. Chacun a dit le bien fondé de la décision et toutes les suggestions qui sont faites, par exemple, pour utiliser le portable. Parce que au cours de la discussion, quelqu'un peut dire, mais moi j'estime que je peux l'utiliser le portable sans que ça ne crée de problème. Parce qu'il aurait vu ailleurs, il aurait entendu. Et je donnerai raison à cet élève. Pourquoi? Tu sais, dans certains pays, on autorise les élèves à utiliser le portable. Mais à une seule condition. La première condition, c'est qu'on demande aux élèves que la fonction d'enregistrement audio, c'est elle seule que vous devez activer pour que le cours du professeur puisse être enregistré. Et à la maison, vous réécoutez le cours et l'explication. Et donc, on vous montre comment on désactive la fonction d'appel et des WhatsApp et autres, puisque c'est les appels et les WhatsApp qui perturbent et qui créent des problèmes. Vous enlevez seulement ce qui crée problème. Deuxième chose, on peut vous montrer, on vous dit simplement qu'avant de rentrer, vous enlevez le kit d'appel. Et donc, la puce mémoire d'enregistrement, c'est elle seule qui est dedans, puisqu'elle ne te permet même pas d'appeler. Elle te permet d'enregistrer. Vous voyez? Mais quand vous n'avez pas formé vos acteurs, vous ne les avez pas montré comment ça se fait plutôt, et il n'y a pas un consensus autour de la chose, ne vous amusez pas à autoriser les temps. Nous sommes dans ce contexte, nous sommes dans notre contexte actuel. Vous ne pouvez pas permettre aux élèves d'utiliser le portable parce que vous ne les avez pas encore montré et il n'y a pas encore un consensus autour de la façon de le faire. Vous voyez? Donc, c'est autour d'un dialogue. Il faut dialoguer et quand vous dialoguez, vous donnez l'occasion de s'exprimer et vous leur montrez le bien fondé et vous leur dites, dans notre contexte actuel, eh bien, voilà ce qui est possible pour l'instant. Et on espère qu'avec le temps, eh bien, d'autres dispositions et d'autres mécanismes seront installés au sein des établissements pour que, eh bien, un jour, que vous puissiez aussi utiliser le portable comme ça se fait dans d'autres pays, sans que ça ne dérange nullement le cours, ni toi-même aussi. Ça ne te crée pas de problème en termes de concentration pour suivre les cours et la discipline qui est exigée à tout élève, à tout apprenant au sein de la classe pour pouvoir suivre les cours. Oui, au-delà de tout ça, le téléphone portable n'a-t-il pas quand même un intérêt pédagogique? Oui, le téléphone portable a bel et bien un intérêt pédagogique. Parce que quand l'intérêt pédagogique, ce n'est pas... Surtout pour les élèves. Pour les élèves, l'intérêt pédagogique,
pendant le cours, Oui. c'est d'enregistrer le cours audio du professeur, Oui. pas vidéo, audio. Ça, c'est la seule façon, c'est le premier intérêt pédagogique. Le deuxième, quand vous êtes à la maison, selon le cours que vous avez reçu, mais si vous êtes connecté, vous allez sur un site d'un cours d'un philosophe, supposons que c'est un cours de philosophie, eh bien, vous cliquez, vous avez toutes les publications et autres, les informations dont vous avez besoin. Donc, c'est un outil de recherche. Oui. Vous voyez, non? Un outil de recherche. Mais ce n'est pas pendant le cours qu'il faut l'utiliser, que tu es en train de faire des recherches, alors que, eh bien, le professeur est là, c'est pour suivre le cours. Non. Vous voyez? Donc, c'est ça l'intérêt pédagogique. Très bien. Alors, cette mesure interdisant les téléphones portables dont nous parlons, va-t-elle augmenter un tant soit peu le taux de réussite si vraiment elle est appliquée, en partie, oui. Pourquoi? Parce que, en partie, oui, ça peut contribuer à augmenter les taux de réussite. En partie parce que la réussite des élèves est fonction de plusieurs paramètres. Un des paramètres, c'est la régularité au cours, l'assiduité au cours, la concentration au cours, la discipline pendant que le professeur fait cours. Ça, c'est le critère au sein de la classe. Et donc, un élève qui suit très bien le cours et qui n'est pas perturbé qui n'est pas perturbé par autre chose, attiré par autre chose, occupé par autre chose pendant que le professeur fait cours, a toutes les chances de maîtriser ne serait-ce que 50 à 60% de l'explication qui est donnée. Et maintenant, arrivé à la maison, il ne fait que reparcourir et apprendre pour s'apprêter aux évaluations. Que ce soit des évaluations sommatives ou que ce soit des évaluations formatives, eh bien, il sera presque prêt chaque jour pour pouvoir suivre le cours. Puisque, en dehors de ça, quand il arrive à la maison, par rapport à ta question précédente, eh bien, il va maintenant utiliser le portable pour avoir des informations complémentaires par rapport au cours. Et là, il est fin prêt pour toutes les évaluations. Et donc, en ce moment que, eh bien, ça peut contribuer à la réussite et donc à améliorer les rendements scolaires tant recherchés aussi bien par les élèves eux-mêmes d'abord, les enseignants ensuite, les parents et l'institution. Voilà. Je suis sûr que vous êtes des milliers à nous suivre. Nous parlons de l'interdiction du téléphone portable, une interdiction annoncée par le ministre des enseignements primaires secondaires au cours de son discours de la rentrée. Je suis sur ce plateau avec un avisé du système qui nous explique un peu les tenants et les aboutissants de cette mesure. Vous pouvez lui poser vos questions comme on a l'habitude de le faire, sauf que depuis longtemps, notre ligne, je ne sais pas si elle ne nous répond pas. En tout cas, elle va être affichée, c'est 92 77 77 10. 92 77 77 10. Ou alors, carrément, vous procédez par WhatsApp sur mon numéro 90 13 36 65. 90 13 36 65. Vous posez vos questions à notre invité. S'il vous plaît, sachez bien orienter vos questions. Il n'est pas ministre des enseignements primaires et secondaires. Ce n'est pas lui qui a pris la mesure. Il est ici en tant qu'un observateur, un analyste surtout, pour nous aider à comprendre ou pour nous éclairer davantage sur cette mesure. Alors, vous avez la parole à travers le 92 77 77 10 ou le 90 13 36 65. Je profite pour faire clin d'œil au doyen Poyodé, président du conseil d'administration, ancien président du conseil d'administration de la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Alors, en attendant la réaction et les appels de nos téléspectateurs, moi je continue ma curiosité. Y a-t-il, selon vous, un âge pour l'utilisation du téléphone portable, que ce soit à l'école ou même dans la vie courante? Non, en réalité, ça veut dire que par rapport à ta question, nous ne sommes plus en classe.
Nous ne sommes plus en classe. Hein. Oui, nous, on n'est pas en classe. Voilà, on est sorti de la classe. On est dans la masse pour continuer notre travail d'éducateur. Exact. Non, en réalité, il n'y a pas un âge. C'est-à-dire, c'est comme si vous dites que est-ce qu'il y a un âge pour donner un jouet à un enfant? Non. Dès que l'enfant est né, il a droit à un jouet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des portables jouets aussi. Oui. Que vous pouvez acheter à l'enfant. La preuve, lors des fêtes, on a acheté des portables jouets. Oui. Et là, aux enfants, ils appuient seulement et ils entendent un son, une musique. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça commence. Ça permet à l'enfant de savoir que il est né dans un environnement d'éthique. Et que c'est à ça qu'il faut s'attendre quand il va commencer par grandir. Le jouet va devenir un autre portable utilisable à d'autres fins. Vous voyez? Et donc, jusqu'à ce qu'il puisse maintenant utiliser le vrai portable pour faire des appels. En tout cas, toutes les fonctions qu'on retrouve dans un portable. Vous voyez? C'est cela. Donc, il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge. C'est un outil qui sert de jouet pédagogique. Parce qu'il y a des jouets à des fins pédagogiques. Oui. C'est ça. Si vous voulez que votre enfant soit dans l'éthique, eh bien, il faut lui acheter le portable, l'ordinateur jouet aussi. Oui. Voilà, c'est tout ça. C'est dans cet environnement qu'il faut le mettre dans un premier temps. Vous voyez? Si vous voulez que votre enfant soit, par exemple, un chimiste ou bien un spécialiste en sciences physiques. Un ingénieur plus tard. Très bien. Il suffit seulement d'aller vers les spécialistes. Parce qu'il y a des magasins spécialisés dans la vente des jouets pour enfants. Et là, vous allez vers là et vous lui demandez conseil. Il vous dira exactement quels sont les jouets qui sont en lien avec la vision professionnelle que vous souhaitez pour votre enfant. Parce que ce n'est pas vous qui devez décider de ce que l'enfant va devenir, mais mettez-le seulement dans l'environnement et au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien, vous allez voir ses comportements en lien avec ses désirs et sa vision. Donc, par rapport au portable, il n'y a pas d'âge. Oui, je reviens un peu à une question que j'ai posée un peu plus haut concernant la mesure. Vous avez largement expliqué qu'il faille sensibiliser, informer et expliquer les gens par rapport au bien fondé de ça. Mais est-ce que cela suffit pour que effectivement l'applicabilité ou l'application de cette mesure soit effective? Parce que on connaît ce que Emmanuel Kant appelle la vraie morale, se moque de la morale. Comment faire pour que effectivement, même si la sensibilisation est faite, que sur le terrain on arrive à veiller au respect de cela? Parce qu'une chose est d'écouter, mais la chose la plus importante, c'est d'appliquer. Oui. Ok. Bien. La première disposition, c'est celle que nous avons déjà expliquée. C'est-à-dire qu'il faut de la communication stratégique. Il faut la sensibilisation par tous les acteurs. Mais il y a aussi d'autres dispositions ou d'autres mécanismes à mettre en place pour s'assurer que les concernés appliquent effectivement la décision. C'est ça. La première chose, ou je vais dire la deuxième, puisque la première c'est la communication étatique, etc. La deuxième, c'est de mettre en place un mécanisme de veille au sein de chaque classe pour que ceux qui sont dans la cellule de veille de la classe, puissent faire quoi? Puissent rendre compte d'abord à la classe, rendre compte maintenant au major et rendre compte à le major, lui, va rendre compte, il remonte les informations au niveau pour montrer que, les élèves respectent effectivement. Allô? Oui, je crois qu'il y a quelqu'un. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, je suis j'aimerais poser une question. Allez-y, mademoiselle. J'aimerais savoir si cette mesure signifie qu'ils viennent les portables à l'école dans la salle de... Allô? Votre nom, s'il vous plaît? Votre nom, s'il vous plaît, mademoiselle?
Moi, Ouf, j'ai pas je bien- ne l'ai j'ai pas saisi. j'ai Hein. pas bien perçu la Je n'ai question. pas perçu la question. C'est pourquoi je voulais la relancer. Allô? Bon, on espère qu'elle va revenir. Je crois qu'elle va revenir. Mademoiselle, vous pouvez nous revenir. On n'a pas très bien saisi. Et quand vous revenez, essayez de décoller légèrement le combiné de votre bouche pour une meilleure audition. Merci de nous avoir appelés. Nous attendons toujours vos appels. Voilà, donc Oui. je disais que le mécanisme à mettre en place, c'est ça. Il faut une cellule de veille dans chaque classe et qu'elle soit alternante. Vous voyez, aujourd'hui, c'est telle qui va veiller, ou bien cette semaine, c'est telle personne qui veille, ou bien le jour où on prend quelqu'un, c'est lui qu'on va responsabiliser. C'est ça. Voilà, le jour où on prend quelqu'un en train d'utiliser le portable, c'est lui qui est responsabilisé. Et maintenant, c'est lui qui est tenu de produire un rapport de comment la mesure est respectée dans chaque classe. Et produire un rapport, rendre compte au major, et le major va remonter. Ça, c'est au niveau de la classe. Maintenant, il faut un autre dispositif. Vous savez que chaque établissement fonctionne avec l'appui des associations des parents d'élèves, des COGEP, des COGERES, etc., Ouais. des CPE, les comités de parents d'élèves. Donc, eux aussi doivent mettre dans leur plan d'action eh bien, des séances d'échange avec les élèves. Mais ça doit se faire en concertation avec les chefs d'établissement pour qu'on sache à quel moment ils peuvent venir intervenir pour contribuer à sensibiliser, à motiver les enfants. Et que à la maison, qu'ils consacrent aussi du temps pour, n'est-ce pas, Oui, et on nous est revenu. Allô? Votre nom c'est quoi? Irma Traoré. Voilà, Traoré, je vois. Allez-y, votre question s'il vous plaît. Ma question est Oui. est-ce que cette mesure signifie que quand bien même les portables sont éteints dans les salles de cours, Oui, est-ce que les autorités de l'école oui. doivent partir avec des paniers pour récupérer les portables qui sont éteints? Une fois encore, on ne l'a pas saisi. si elle peut Allô? envoyer la question par Bien, WhatsApp, et mademoiselle, elle peut envoyer la vous question pouvez par nous WhatsApp. envoyer votre question par WhatsApp au 90 13 Ok, 90 13 36 65. ok. Oui, envoyez-nous votre question par là. Mais on peut toujours tenter encore de vous écouter. Allô? Allô? Bien. Le problème, je crois que c'est au niveau de... Voilà. Allez, allons-y. Voilà, Elle va donc, nous revenir. voilà, donc les associations de parents d'élèves doivent mettre dans leur plan d'action de travailler en collaboration avec les chefs d'établissement pour venir de temps en temps eh bien, faire le suivi. Oui. Faire le suivi. Et on peut instaurer aussi, c'est pas les idées qui manquent, hein, des idées innovantes vraiment pour veiller au respect. Oui. On peut instaurer même, comment ça s'appelle, un prix de la meilleure classe respectant la mesure. Ah oui, si, vous voyez. Donc vous, les élèves, vous laissez les élèves décider eux-mêmes. N'allez pas décider à leur place, Oui. non. Parce que dites-vous que c'est eux qui sont les premiers concernés. Il faut par la les mesure. impliquer dans le... Les impliquer pour dans- qu'ils soient acteurs, eux, auteurs de veille hein, de l'application de cette mesure. Pourquoi ne pas mettre une police de veille au sein des élèves? Oui, c'est la Dans cellule chaque de veille. dans C'est chaque établissement. La cellule, non, il faut commencer par la classe. La classe, d'accord. Parce que c'est dans la classe que ça se pose. Donc, il faut au niveau de chaque classe, eh bien, vous mettez les classes en compétition pour voir laquelle des classes vraiment sera respectueuse de cette décision politique. Pour qu'on puisse produire un rapport envoyé au directeur, le directeur qui renvoie à l'inspecteur, Ouais. l'inspecteur qui envoie au DR et le DR qui renvoie finalement au au ministre pour dire, nous, notre établissement, nous sommes champions dans le respect de tel. Eh bien, mais vous ne pouvez pas savoir les félicitations que vous pouvez avoir de l'autorité. Vous voyez? Voilà, donc ce n'est pas les idées qui manquent, il suffit seulement de mettre les élèves Vous avez autour. une mémoire très fertile. Hein? Bon, en dehors de ça, Oui. eh bien, vous pouvez organiser aussi les élèves pour faire, par exemple, des entretiens individuels. Donc, par exemple, si on détecte parce que quand vous prenez une décision, en la mettant en œuvre, ce n'est pas évident que ça puisse, la mayonnaise peut prendre tout de suite. Oui. Certains vont passer à côté. Donc, ils vont donner de toute façon l'impression qu'ils ne veulent pas respecter, mais ce n'est pas ça. Oui. Vous voyez, les jeunes, ils aiment, vous voyez, les adolescents, ils aiment défier l'autorité. Oui, hein. oui, Ils aiment défier les grands, etc. Montrer qu'ils sont Très à la bien. mode, Donc, vous faites en sorte que ce soit eux-mêmes qui proposent les mesures pour veiller à ce que cette décision soit respectée.
Et si cela est fait ainsi, eh bien, quand vous détectez ceux qui ne respectent pas, vous consacrez du temps pour faire des entretiens individuels avec eux. Donc, c'est les élèves convaincus qui vont maintenant sensibiliser ceux qui sont, entre guillemets, des hors-la-loi. Oui. Vous voyez? Et donc, ils vont autour des entretiens. Un entretien individuel, c'est comme toi et moi, là, on est là. Voilà, on veut te voir. Eh bien, on s'est entendu, nous avons convenu que notre classe sera la classe la plus respectueuse de la décision du ministre de ne pas utiliser les portables. Alors, on a constaté que tel jour, toi tu avais amené le portable alors que tu aurais pu le laisser à la maison. Tu pourrais même le couper pendant le cours. Et le garder quelque part. Maintenant, vous lui arracher un engagement. Nous savons que, peut-être que, tu as oublié, c'est pour ça que tu l'as fait ainsi. C'est ça. Voilà. Donc, nous voulons... De manière courtoise. Courtoise. Vous voyez, il ne faut pas les choquer. Vous voyez. Alors, donc, vous lui demandez vraiment de prendre un engagement. Mais l'engagement vis-à-vis d'eux en tant que cellule de suivi. Vous voyez. Et vraiment... Et que quand il va prochainement respecter, on va le présenter en classe pour dire voilà un modèle. Un exemple. Vous le valorisez et qui n'a pas besoin d'être valorisé. Vous voyez? De toute façon, c'est là. Il y a une panoplie d'idées, les visites, les entretiens individuels, ça peut être même des visites à domicile. Parce que quand vous tentez avec votre camarade que ça ne marche pas, vous pouvez aller directement aussi dans son... à la maison, voilà, pour aller discuter avec les parents. On dit non, nous on veut que vraiment notre camarade soit un camarade modèle. Aidez-nous vraiment à ce que vraiment qu'ils comprennent le bien fondé de ne pas utiliser le portable, etc., etc. Donc, en tout cas, les idées sont là. Il suffit seulement que les gens soient volontaires. Et bien, ils sauront faire en sorte que ça soit respecté. Et maintenant, dans les rapports mensuels que le directeur envoie à l'inspecteur, on doit revoir l'outil, le canevas de rapportage. Parce qu'il faut maintenant rapporter l'application de cette décision dans son rapport mensuel. Ou bien si c'est trimestriel qu'il envoie à l'inspecteur, on doit voir est-ce que. Et maintenant, le degré d'application. Maintenant, par surprise, l'inspecteur peut avoir des réseaux informels pour vérifier. Oui, pour faire des descentes dans les établissements. Avant même les descentes, il peut avoir des réseaux informels. Ça peut être des élèves, ça peut être des enseignants pour voir est-ce que la décision effectivement est en train d'être appliquée et il va trianguler le rapport ou les rapports transmis régulièrement par le chef d'établissement pour voir est-ce qu'il y a concordance ou bien il y a un écart entre ce qu'il lui a lu dans le rapport et la réalité sur le terrain. Les stratégies sont là, vous voyez. Et donc si tout se fait de cette façon, nous pensons que le ministre même va s'honorer de savoir que ces acteurs ont compris le bien fondé et qu'il accompagne de la meilleure façon vraiment pour d'abord le bien des élèves et pour finalement le bien du système. Oui, certains élèves expliquent leur port du portable par le fait que ils se disent qu'il peut être en situation irrégulière quelque part, peut-être accident, ou bien il est malade et puis il n'a pas un contact direct avec les parents et que à partir de son portable on peut repérer les parents. Oui, il n'y a pas de souci, mais il faut pas faire amalgame. Il faut pas faire amalgame. On dit bien le portable dans la classe. Alors, pendant que tu es dans la classe, tu as le statut d'un élève. Oui. Et le statut d'un élève, il y a des caractéristiques pour qu'on sache si tu es un bon élève ou bien tu n'es pas un bon élève. Si tu es un candidat scolaire ou bien tu es un candidat non scolaire. Oui, puisqu'il y en a. Il y en a, bien sûr. Il y a des aventuriers qui sont, ils ont porté la même tenue scolaire, mais il n'est pas venu pour l'école. Il est venu juste pour tuer le temps. Voilà, pour faire plaisir peut-être à ses parents. Oui, vous voyez? Parce que s'il ne vient pas, on ne va pas lui donner à manger. Très bien. Et puis voilà. C'est ça. Donc là, vous coupez votre portable. Il est dans votre sac, il n'y a pas de problème. Vous le coupez. Et après le cours, si c'est pendant la récréation, vous l'activez pour joindre le parent qui vous voulez. Si c'est pendant la récréation, non, on ne t'interdit pas de l'utiliser. Parce que c'est dans la classe que ça pose problème. Ça perturbe les cours. Et toi-même, ça t'empêche d'être concentré pour bien suivre le cours. C'est de ça qu'on parle. Alors, donc, en dehors de ça,
Eh bien, vous utilisez le portable pour joindre vos parents, pour leur rendre compte d'une situation de santé ou je ne sais quoi. En quoi ça dérange? Ça ne dérange personne. C'est cela. Très bien. Je crois que les téléspectateurs nous suivent très bien. C'est un thème très important parce que lorsque les sanctions vont devoir vouloir tomber, il faudrait que les gens soient avertis. C'est pourquoi je voudrais que vous vous joigniez vraiment à moi pour dire merci à Marcel qui a accepté de nous éclairer davantage sur les tenants et les aboutissants. Nous attendons vos appels. Quelqu'un a tenté par 2 fois de suite sans succès. Nous attendons toujours. Je lui ai donné un numéro par lequel elle peut m'envoyer sa préoccupation. C'est 90 13 36 65. Ce n'est pas encore ça. Mais on continue pendant que le temps nous poursuit. Nous, on poursuit l'émission. Et finalement, c'est le temps qui finira par nous rattraper quelque part. Alors, cette mesure peut-elle être vraiment appliquée par le chef d'établissement sans restriction? Monsieur Marcel. Oui. Est-ce que vous pensez que la mesure peut passer sans restriction? Oui, pourquoi pas. Quand vous êtes un chef d'établissement, votre degré de responsabilité est élevé. Vous avez le devoir de redevabilité institutionnelle, c'est-à-dire que vous avez le devoir de rendre compte plus haut à l'inspecteur et autres. Et donc, vous devez d'ailleurs être le premier à montrer le bon exemple dans la classe à l'endroit de tes enseignants et de tes collègues enseignants et à l'endroit des élèves. Vous devez être, en tant que chef d'établissement, la courroie de transmission donc, de cette décision pour que qu'ils sachent de toute façon que eh bien, vous avez véritablement relayé l'information et produit un rapport de ce que vous avez pu faire de la décision et rendre compte au ministre. Alors il faut que le ministre sache que, ou d'abord avant le ministre, il faut que l'inspecteur, ton inspecteur de ta zone, sache que eh bien, tu as pris à cœur cette décision, tu l'as travaillé avec tes acteurs parce qu'il faut un dialogue, un consensus autour. Si ça ne figurait pas dans le règlement intérieur, ça doit maintenant intégrer le règlement intérieur. Et maintenant, les mécanismes d'application, les mécanismes de suivi et de redevabilité, donc de compte rendu, l'apport des partenaires de l'école que sont les associations des parents d'élèves et les radios communautaires, les CPE, les CVD, etc. Eh bien, tu as veillé à ce que tout le monde mette sa main à la pâte pour que vraiment cette décision soit effective et bien appliquée dans ton établissement pour que tu puisses rendre compte. Donc, en tant que chef d'établissement, tu as une mission et une responsabilité assez élevée et tu ne dois pas badiner avec ça parce que tu peux être sanctionné toi-même par l'autorité parce que tu n'as pas veillé à ce que la décision du ministre soit appliquée. Oui, c'est cela. Mais Marcel, il y a certains qui, je l'entendais il n'y a pas 3 jours, qu'ils attendent un arrêté avant l'application de cette mesure. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que c'est dans le discours de rentrée, comme tu l'as dit, que le ministre a annoncé de toute façon aux acteurs de l'éducation, au nom du gouvernement, que voilà la décision qui prendra effet à partir du mois de janvier. C'est vrai que dans les dispositions administratives, il est souhaitable que une note soit signée pour matérialiser la décision. C'est vrai que les gens attendent, mais est-ce que vous allez attendre qu'il y ait des dégâts, que s'il y a des dégâts, les dégâts vont se faire dans les classes, les taux de réussite vont chuter à cause des portables, vous allez attendre ça avant que l'arrêté n'arrive, connaissant la lourdeur administrative de notre administration? Non, il faut être proactif, il faut prendre de l'avance. Voilà, et comme je le dis, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui ont pris de l'avance. Parce que effectivement, il y a des règlements intérieurs des établissements qui comportaient déjà cette disposition et les élèves étaient déjà sanctionnés. D'autres, ailleurs, ils respectent scrupuleusement, véritablement. Et donc, ailleurs, ça marche déjà très bien avant même que le politique ne se positionne et ne rappelle à ces acteurs que la décision sera effective à partir du mois de janvier. Donc, c'est cela. Je reviens un peu au niveau de
des écoles privées. Ouais. Et ça va être la dernière question avant votre mot de fin. Et quand on connaît le régime de vie, le mode de vie dans les écoles privées où il y a cette extravagance, et puis bon, tout ça là, vous allez voir un élève ou une élève avec un smartphone qui coûte même 3 fois plus cher que... bon, en tout cas... Non, dans tous les cas, ça va être facile dans ce monde. Oui, oui, c'est pas le coût des portables que les élèves tiennent, c'est pas ça qui est le problème. Eh bien, effectivement, comme tu le dis, dans les écoles privées, mais il y a des écoles privées où le chef d'établissement, eh bien, il est très rigoureux et il a pris déjà toutes les dispositions. Que tu sois de famille riche ou pas, on ne veut rien savoir. Vous venez à l'école avec votre manteau d'élève, pas d'enfant de famille riche, d'une autorité ou je ne sais quoi. Non, on s'en fout pas mal. Vous êtes là, vous respectez les dispositions du règlement intérieur en tant qu'élève. Un point de tous trait. sur le même pied d'égalité. Mais il y a des établissements où les chefs privés, où il y a de la complaisance. Et ce que tu dis, ça c'est de la complaisance. On ne fait pas de la complaisance quand on éduque des gens. Hein. Non, 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 non. Quand vous éduquez des élèves, quand vous éduquez des jeunes, il n'y a pas de complaisance. Il y a débat, il y a discussion, il y a dialogue, il y a consensus, il y a sanction. Et donc, si vous êtes complaisant, c'est ce à quoi ça va vous entraîner dans les établissements. C'est là où votre question précédente a sa valeur. Parce que effectivement, si une note signée du ministre tombe dans l'établissement par l'intermédiaire de l'inspecteur, du DRE et autres, eh bien, ça va contribuer à renforcer la responsabilité et la rigueur de l'application de cette décision. Voilà. Et donc pour nous, effectivement, c'est quand même bien que la note tombe rapidement. C'est comme les circulaires de rentrée que le ministère sort chaque début d'année et qui tombe dans tous les établissements. Vous voyez? Alors qui arrive au niveau de tous les établissements. D'abord ça part des DRE aux inspecteurs, des inspecteurs aux chefs d'établissement et on les affiche maintenant sur le tableau d'affichage. Ok, je crois que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre rendez-vous et nous vous remercions pour votre disponibilité, mais votre mot de fin nous fera plaisir avant la fin de cette émission. Oui, donc comme je l'ai dit, voilà, au niveau des privés, c'est vrai, il y a quelques laissés-aller de temps, voilà, mais une décision signée du ministre fera effet de toute façon. D'accord. Voilà. Et donc, le mot de fin est peut-être juste pour dire que c'est tout ce qui perturbe la discipline au sein de l'école, eh bien, chacun a commencé par les enseignants, ensuite les chefs d'établissement. Nous devons véritablement, ils doivent veiller à ce que, eh bien, les élèves comprennent que il n'y a que par la discipline personnelle, la discipline collective, qu'on peut réussir ce que nous voulons faire. Mais s'il y a du laisser aller, eh bien, ça va poser un réel problème. Et donc, par rapport au portable, nous laissons l'espoir qu'ils ne vont pas attendre forcément l'arrêté du ministre, mais qu'ils vont déjà commencer la sensibilisation et la communication et la pédagogie autour pour que tous les acteurs se mettent en rang. Merci Marcel Toye, vous êtes coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous et puis président des réseaux, le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation et un observateur avisé du service éducatif et puis consultant permanent de cette émission Tribune du Savoir. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour le système et surtout pour cette disponibilité que vous ne cessez de nous manifester. Nous vous souhaitons un bon retour. Merci. Et bien de choses à la coalition, bien de choses au réseau. Merci à vous et aussi. À vos familles.